BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos deux invités avec nous jusqu'à 18h, Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis, et Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de La Française. Messieurs, bon, séance calme, on reprend un peu ses esprits là depuis hier sur les marchés en Europe et puis aux États-Unis. Bon, ça permet, voilà, avec un peu de recul, de continuer de faire de l'analyse de ce qui s'est passé au mois d'août. Est-ce que cette alerte de marché là était d'une nature différente? On en a connu ponctuellement, régulièrement, des trous d'air, des corrections de 5 à 10%. À chaque fois, ça a été des opportunités parfaites et mises à profit pour revenir sur le marché avec la perspective qu'on allait refaire des plus hauts derrière. Est-ce que cette fois, c'est différent selon vous, Gilles? Alors, la lecture qu'on a chez nous sur ce choc estival sur les marchés financiers, notamment sur les marchés d'actions, puisque ce sont vraiment les marchés d'actions qui ont été les plus impactés par les mouvements, c'est effectivement une lecture d'une décélération, d'une confirmation de la décélération de la croissance mondiale et de la croissance chinoise, le corollaire étant effectivement cette croissance mondiale qui décélère, mais sans rupture. Aujourd'hui, on est toujours dans un environnement de croissance modérée, aux alentours de 3,5 en termes au niveau global, mais effectivement, il n'y a pas de rupture. Donc pour l'instant, au regard des éléments, des informations, je dirais macro, des indicateurs macroéconomiques dont on dispose, ça nous semble effectivement plutôt des opportunités, sachant que le message que j'essaie de faire passer, c'est qu'on n'est pas dans une posture dogmatique où effectivement il faut acheter systématiquement les creux parce qu'on retrouvera des plus hauts comme vous le mentionniez, mais plutôt dans une posture très tactique de court moyen terme fin d'année où on se dit que sur ces niveaux-là extrêmement déprimés et compte tenu des pics de stress qu'on a observés qui témoignaient quand même d'une forme de capitulation, en tout cas d'un excès de stress, ça nous semblait effectivement être plutôt des opportunités d'achat. Mais revenir avec quelle perspective fondamentale? Parce que là on parle effectivement quelque chose d'un peu stratégique, hein, c'est ce que je comprends, mais la perspective fondamentale, enfin je veux dire, on a eu cette phase où on a acheté les liquidités, acheté les QI des banques centrales, on voit qu'a priori ça commence à prendre fin, en tout cas du côté américain, c'est quand même pas la moindre des banques centrales. Est-ce qu'on reste dans cette logique en allant chercher justement les zones où il y a encore des banques centrales accommodantes en se disant ça a toujours un effet sur le marché, sur la psychologie des investisseurs, sur la reflation des actifs financiers pour dire les choses? Ou est-ce qu'on prend acte quand même de la décélération de la croissance mondiale et puis qu'on se dit voilà, on a acheté la croissance, enfin le consommateur émergent, enfin toutes ces grandes thématiques qui ont été à la base de la construction de nombreux portefeuilles, est-ce qu'il faut les remettre un peu en question aujourd'hui? Alors, on ne nie pas cette décélération qui est observée au regard d'un certain nombre d'éléments, d'indicateurs qui sont publiés, mais on n'occulte pas non plus les choses qui restent des éléments positifs. On a aujourd'hui une croissance américaine et le chiffre qui a été publié sur la croissance du deuxième trimestre laisse à penser qu'une estimation de croissance entre 2 et 2,5 pour 2015 est tout à fait atteignable. C'est un chiffre qui fait partie de nos conjonctures depuis à peu près 6 mois. Donc on reste quand même dans cette trame-là. La zone européenne, au regard là aussi des éléments qui ont été publiés, des indicateurs d'activité, de confiance, on est toujours sur une tendance modérée certes, mais avec beaucoup de disparités régionales qui est important de mentionner. Mais voilà, on a toujours une dynamique légèrement positive. Voilà, on a des zones de décélération émergentes liées aux commodités et au prix des matières premières, chinoises également. Mais comme vous le disiez, il y a encore effectivement des ressorts, notamment Banque centrale. Le Japon fait partie de ces éléments-là. Mario Draghi et la Banque centrale européenne sont clairement toujours dans une optique effectivement de quantitative easing et on peut imaginer que ça se projette au-delà de la première date de fin du quantitative easing en Europe. Donc voilà, il y a encore des raisons de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et de se dire que voilà, on rentre dans un scénario noir et il faut absolument vendre tous les actifs risqués. Bon, le stock picker à présent, c'est intéressant. On a un gérant de fonds flexibles et un sélectionneur de valeur. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, avec votre prisme et votre gestion à vous, la crise du mois d'août? Est-ce que, c'est toujours intéressant aussi parce que c'est un test pour les portefeuilles. C'est bien quand ça monte et on est content quand on arrive à générer de l'alpha, de la surperformance à travers ces choix de valeur ou ces paris boursiers. Mais dans les fortes baisses comme ça aussi, c'est toujours un bon test. C'est toujours ça apporte toujours beaucoup d'enseignements. Un bon gérant, il faut savoir accepter la hausse et aussi bien résister à la baisse. C'est souvent dans la baisse qu'on arrive à faire la surperformance. Non, chez Mansartis, on avait
des anticipations finalement assez justes sur la partie asiatique, notamment sur le fonds Mansartis Asie, où on avait déjà une bonne surperformance, mais on avait coupé finalement les positions de façon assez importante, parce que le fonds, bien avant l'été, était déjà très désinvesti en quelque sorte. Donc ça a permis encore plus d'accroître la surperformance. Et en fait, ce discours, c'était à la fois le résultat de valorisation sur le marché asiatique en quelque sorte, mais aussi pas des éléments macroéconomiques, parce que malheureusement les éléments macroéconomiques sont souvent bons a posteriori, mais plutôt par le discours qu'on avait des sociétés, que ce soit aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Moi, celle que je suis, c'est l'avantage d'être une société française avec une expertise internationale, puisque finalement le ralentissement de certaines industries où il y a des surcapacités en Asie n'est pas nouveau. Quand vous regardez les prix du minerai de fer, il est au plus bas, et c'est pas quelque chose qui s'est réveillé juste pendant l'été, c'est déjà quelque chose depuis 1 an, 2 ans, les prix n'ont fait que monter à cause de surcapacité. A contrario, il y a des industries, il y a des secteurs où les choses vont plutôt bien en Asie. Donc nous, toujours, quand il y a des mouvements de panique comme celui-ci, ça nous confirme, que d'avoir une gestion qui suit des effets de mode, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, il y avait la mode de suivre le consommateur émergent, parce que c'était de la visibilité, etc. Moi, les effets de mode, je les aime pas et je les suis pas pour ces raisons-là, parce que quand on se réveille, à un moment donné, l'effet de mode a disparu. Donc, je préfère plutôt du pragmatisme, de la sélection. Si je prends le secteur automobile, où il y a sans doute de la surcapacité, notamment dans l'industrie plus luxe, il y a, si on regarde les différents acteurs, quand je regarde un acteur comme Michelin qui a été fortement sanctionné, pour moi, il n'a pas de raison d'être aussi sanctionné que d'autres groupes comme peut-être Volkswagen ou autres qui sont assez émergents. Pourquoi? Parce que finalement, Michelin n'est pas si présent que ça en Chine. Justement, on lui a plutôt reproché par le passé. Il voulait faire une acquisition dans ces pays-là, donc peut-être que demain, il va la payer à meilleur prix. Donc c'est plutôt une opportunité. Donc là aussi, il faut être peut-être plus discriminant dans ses choix de valeur, et c'est des opportunités. Et est-ce que cette discrimination, elle paye, Sébastien, y compris dans la phase de baisse? Parce que ça a été une chute généralisée de tous les actifs, et notamment les actions mondiales. Donc tout a été emporté. Mais voilà, il y en a qui baissent de 10, il y en a qui baissent que de 5. Est-ce que le marché a fait justement cette discrimination? Alors, plus ou moins. J'aurais voulu que ce soit un peu plus fort en quelque sorte. Pour moi, il y a un paradoxe, et en tout cas ce qui conforte aujourd'hui ma vision, sur les actions européennes, le marché est plein d'inefficience. Alors peut-être que c'est grâce ou à cause de ces robots qui surréagissent dans les deux sens, parce qu'on a quand même encore des séances à -5, +5, etc. Et tout ça me paraît assez irraisonnable. En revanche, quand on fait le travail de façon raisonnable, on a des opportunités. Moi, j'ai un biais sur des valeurs cycliques qui est très important dans le fond. Je vous avais déjà parlé du paradoxe que justement, quand des investisseurs aujourd'hui pensent que l'Europe va aller mieux, c'est des valeurs défensives avec une forte visibilité justement qui a tiré la hausse du marché. Donc c'était un paradoxe. Et justement, dans cette baisse de marché, c'est ces valeurs qui étaient très chères, pas forcément même parfois liées à la Chine. Quand je regarde le secteur des télécoms ou de la pharma qui a beaucoup baissé, c'était à mon avis plutôt dans ces genres de stress de marché, on vend un peu ce qui est trop cher. Et à contrario, moi j'ai plutôt bien résisté la fameuse semaine où il y a eu le lundi où on a fait lundi noir, le 24 août. Pourquoi? Parce que mes valeurs cycliques étaient pas chères, elles sont pas très chères, donc on va pas forcément les vendre. C'est pas ce qu'on vend en premier. Peut-être que maintenant, avec une stratégie, on va revoir peut-être les effets de mode. On va peut-être se rendre compte que ça va devenir à la mode d'acheter des valeurs cycliques. J'en sais rien, mais en tout cas, moi j'aime bien ces périodes-là parce que c'est plein d'inefficience, et pour le gérant pragmatique comme on est chez Mansartis, c'est plutôt des opportunités. C'est une vraie question ça aussi, Gilles. Est-ce qu'on est dans le scénario 2008-2009 où point bas du marché le 9 mars 2009, et ensuite il faut se précipiter pour racheter tout ce qui est à la casse, toutes les cycliques, tout ce qui a été massacré? C'est ce qui a dans un premier temps en tout cas retiré le marché après 2009, ou est-ce qu'on est dans autre chose où le marché va réclamer et sera prêt à payer peut-être toujours plus cher la visibilité, la qualité, voilà, ce qui rassure d'une certaine manière. Là aussi, les positions sont tranchées. Tout le monde n'est pas d'accord là sur ce. Et heureusement, puisque c'est ce qui fait marcher. On n'est clairement pas dans un scénario 2008, bien évidemment aujourd'hui. En tout cas, ça n'est pas notre sentiment. Au regard des mouvements qu'on a observés, il ne faut pas oublier que depuis un certain nombre d'années, le monde est dirigé par ces injections de liquidités des banques centrales qui polluent un petit peu, je dirais, justement cette analyse un petit peu pragmatique dont on parlait à l'instant, ce caractère un peu, on regarde les choses sous un angle vraiment neutre, sans avoir de biais. Et puis on a également une réglementation bancaire notamment qui a un petit peu également pollué les enjeux, créant des effets de volatilité, comme ce qui a pu être évoqué, qui sont pas forcément toujours très lisibles pour un investisseur. Donc un monde un petit peu différent qui nécessite du pragmatisme, je suis absolument d'accord, une réactivité, une flexibilité peut-être encore accrue par rapport à ce qu'on a vécu, parce que le monde change.
changent, les circuits d'information évoluent, la volatilité est rentrée dans un régime un peu différent, et tous ces paramètres-là doivent être observés, doivent être implémentés dans les portefeuilles pour justement travailler un peu différemment de ce qu'on a fait. Chaque cycle ou chaque nouvelle époque est différente et nécessite de s'adapter en fait. Bon, mais concrètement, là, dans les fonds flexibles de la Française, vous avez diminué l'exposition par rapport à ce que vous pouviez avoir, l'exposition au risque général, que ce soit à travers les taux ou à travers les actions. Est-ce que vous avez décidé de relever un petit peu ce risque aujourd'hui si vous l'aviez beaucoup réduit là? Quelle est la stratégie là quand même? Alors je vais vous faire une petite lecture déroulé, très rapide sur l'année 2015. On se rappelle, janvier, février, mars 2015, on a 3 mois successifs de forte hausse des actifs actions et actions européennes notamment. Hausse linéaire, en ligne droite. Exactement, on finit le trimestre à plus 15. Le fin mars, le fonds La Française Patrimoine Flexible réduit. On le fait pas de manière. On a une approche très disciplinée, La Française. Enfin, en tout cas, sur ce fonds flexible, on a une approche très disciplinée. Donc, je vous dis pas que fin mars, on a coupé toutes les actions, mais bien évidemment, on a réduit de manière très graduelle. Le plus bas en termes de delta action sur le fonds Patrimoine Flexible, c'est le 26 mars. On est à 25-26 de delta action. Les marchés continuent à monter tranquillement pendant encore 15 jours avant de baisser. Voilà, donc on a allégé un petit peu tôt. On a fini notre programme d'allègement un petit peu tôt, mais c'était plutôt pas mal. Après, on a toute une période où on a une vague de baisse. On reconstitue un petit peu de delta dans le portefeuille, tranquillement. On a une période avant l'été où on arrive de nouveau avec un delta action qui est réduit, puisque fin juillet, on avait un delta action aux alentours de 37, donc plutôt dans une zone basse pour ce qui nous concerne. Je vous rappelle que l'exposition du fonds Patrimoine Flexible oscille entre 0 et 65. C'est nos marges de manœuvre. Donc on revient plutôt dans une zone basse historiquement parlant. Et l'été a été mis à profit pour renforcer les positions. Alors pourquoi est-ce qu'on a renforcé nos positions? Pas uniquement parce qu'on s'est dit ça a beaucoup baissé et donc il faut racheter. C'est pas ça. En fait, la façon dont on travaille à ce moment-là, c'est qu'on revisite, en fait, on reprend en fait tout ce qui s'est passé et on se dit qu'est-ce qui a changé par rapport à la fin du mois de juillet, début août, et est-ce qu'aujourd'hui les fondamentaux ont changé de telle nature qu'ils nous amènent à changer notre raisonnement. Ça n'était pas le cas. Comme je dis, on a parlé d'une décélération, mais dans un environnement de croissance globale modérée qui demeure, et donc du coup on a profité de ces mouvements pour renforcer et on a saturé notre exposition action puisqu'on est revenu pratiquement à 65 de delta action le 25 août, voilà, et depuis on a de nouveau rabaissé puisque, comme je vous disais, on est très tactique et donc voilà, on ajuste. Le marché vient de reprendre 10% par rapport au creux. Il nous semble légitime de prendre des bénéfices et de ramener notre delta un peu plus bas. Ouais, donc vous avez acheté le creux de marché là. On a acheté le creux de marché. Bon, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On avait certains de vos confrères sur ce plateau cet après-midi. Eux, ils restent sur une exposition très. Mais on n'est pas dogmatique. Très minime. On n'est pas dogmatique. Je parle de Carmignac pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Il n'est pas impossible que d'ici la fin de l'année, notre lecture, notamment sur les croissances bénéficiaires des sociétés européennes, qui vont être impactées par l'échange, puisse changer. Donc, c'est pas dogmatique. C'est vraiment du tactique à l'instant où on se parle. Parce que regardez effectivement ce qui s'est passé au deuxième trimestre, c'est un peu regardé dans le rétroviseur, y compris pour les entreprises là. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut attendre des discours révisés de la part des entreprises ou des chiffres même décevants là sur le troisième, quatrième trimestre en raison de l'exposition à la Chine? Mais enfin, je veux dire, on imagine aussi que ce qui se passe en Chine va avoir des conséquences un peu partout dans le monde qu'on n'est pas en capacité ou en mesure de chiffrer précisément dès aujourd'hui là, Sébastien. Peut-être pour un gérant de momentum de court terme, chez Mansartis, on est gérant de long terme. Le temps montre que ça fonctionne mieux a priori que d'être un gérant momentum. Et pourquoi non? Tout simplement ce qu'on voit déjà sur les résultats du Q2, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que l'avantage du stock picking, c'est qu'on a des entreprises DTG avant la macroéconomie. On a eu, je crois, sur les chiffres du deuxième trimestre en Europe, sur le stock 600, 13% de croissance des bénéfices par action. Si on exclut la partie anglaise, on a 19% de croissance, donc c'est quand même des chiffres très forts, avec des sociétés qui ont déjà communiqué sur des ralentissements de croissance sur les périodes majeures. Donc il n'y a rien de nouveau. C'est plus grave, c'est ce que semble nous dire le marché, c'est plus grave que ce qu'on a imaginé et que ça s'aggrave encore, confère la rechute brutale des importations chinoises le mois dernier. Peut-être qu'il y a encore du mauvais avenir. Là. Alors en news flow, en momentum, en bruit de marché, sans doute. Après, les investisseurs n'ont pas attendu forcément ces news flow. Si vous regardez l'indice allemand, qui est finalement le plus exposé aux exportations et notamment un partenaire quand même plus important que d'autres pays en Europe auprès de la Chine, c'est l'indice qui a le plus baissé. Il s'est même retrouvé clairement
clairement en territoire négatif pendant l'été. Donc il y a aussi une efficience de marché, tout a un prix. Il y a le bruit de marché, les nouvelles qui font les gros titres, les paniques, comme on a pu avoir. Hein. Moi, ce fameux lundi, le lendemain, j'avais un déjeuner et à côté de moi, il y avait le Parisien qui citait en première page 2001, 2008, 2015, le crack. Moi, c'est des signaux. Je suis un gérant de bon sens, j'aime pas ce genre de gros titres. Je suis un gérant qui simplement, je me suis dit, bah, tiens, il y a des excès, il y a des mouvements de panique parce que là, on mélange tout et n'importe quoi. Et c'est une opportunité dans ce cas-là. Donc, il faut être sélectif. Tout à l'heure, quand vous parliez de visibilité, oui, la visibilité, c'est quoi? C'est soit de la visibilité conjoncturelle, et dans ce cas-là, il faut s'en méfier. C'est souvent ce dont on parlait, justement, la visibilité du consommateur chinois qui va consommer, etc. Et la visibilité structurelle, qui est plus celle que je regarde, une société qui est sur un segment de marché porteur, qui a un avantage compétitif, qui fait que son taux de pénétration, si je reste toujours sur mon industrie automobile, aujourd'hui, un acteur comme Plasticomium, qui notamment produit des réservoirs... Voilà, parce que vous parliez de valeurs cycliques, mais on a l'impression que c'est des valeurs de moins en moins cycliques finalement, ces équipementiers automobiles qui captent la valeur ajoutée aujourd'hui. Aujourd'hui, en Europe, vous avez beaucoup plus de réservoirs plastiques pour mettre votre essence qu'en Chine. Donc même s'il y a une décélération de l'automobile, on aura besoin de plus de solutions Plasticomium à ce moment-là. On a divisé nos gains par deux, on a gagné jusqu'à 2% sur le CAC et on termine en hausse de 1%. Bon voilà, c'est quand même une séance de hausse. On reprend ses esprits depuis hier sur les marchés en Europe, plus 1% pour le CAC, 4598 points. Le DAX à Francfort gagne un peu plus, plus 1,6%. Donc voilà, une hausse pour l'Eurostock 50 d'1,2% ce soir. On est sur une hausse d'1,3% pour le Stock 600 Europe, avec parmi les secteurs qui se sont bien comportés, le secteur automobile, Valeo, Renault, Peugeot en tête du CAC ce soir, des hausses de 3 à 4,5%. Alcatel-Lucent gagne plus de 2%. Et puis la thématique environnement également, on va y revenir dans un instant avec Frédéric Rosier. Mais c'est vrai qu'on a vu alors à la fois les bons chiffres semestriels de Séché, là, salués par le marché. Séché Environnement, plus 4,6%. Note positive de broker sur Suez Environnement qui gagne plus de 4%. On avait Veolia également dans le sillage de ces valeurs qui prend plus de 2%. Les valeurs financières qui sont en bonne place dans la hausse du jour également. Société Générale, BNP Paribas gagne environ 2%. Les matières premières également. Un rebond des valeurs minières. Alors ça joue beaucoup sur le marché londonien où il y a beaucoup de valeurs dans ce secteur des ressources de base. Rio Tinto notamment qui gagne 2,6% ce soir. À Paris, ArcelorMittal, on fait comme le marché, plus 1,15%. Technip qui passe à côté de la hausse du jour, dégradé avec un conseil dégradé par les analystes de Nomura. Technip moins 1,2%. Et puis le secteur des médias, on vous l'a très largement raconté. Alors il y a le départ de Claire Chazal, mais il n'y a pas que ça. Il y a le retour de la pub sur France Télévisions potentiellement après 20h qui inquiète les investisseurs, puis les mauvaises audiences enregistrées par TF1 et M6 au mois d'août, audience historiquement faible d'ailleurs pour TF1 qui trinque le plus ce soir, baisse de 8% pour le titre, et M6 qui recule d'un peu moins de 2% dans des marchés en Europe qui avancent encore aujourd'hui. Un deuxième séance positive consécutive avec un gain d'environ 1% pour les grands indices européens ce soir. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de La Française, Sébastien Lemonnier, gérant action européenne chez Mansartis, et par téléphone Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Effectivement, Frédéric, ce matin on se disait tiens, on va peut-être terminer sur une hausse de 2,5% là, si on a un petit coup d'accélérateur dans l'après-midi grâce à Wall Street, qui se porte bien d'ailleurs. Finalement, voilà, on retombe un peu dans le bas de la fourchette du jour, autour de 1% de hausse ce soir. Oui, ça risque d'être le cas d'ailleurs pendant une dizaine de jours, jusqu'à la décision de la Fed qui est quand même assez attendue, et on voit finalement que pour l'instant tous les rebonds sont plus ou moins capés par le marché, avec un flux vendeur qui a tendance à venir dans l'après-midi. Donc clairement, il y a une inversion pour l'instant, c'est vraiment à mon avis temporaire, mais on a une inversion de flux qui sortent d'Europe pour rapatrier aux États-Unis dans l'attente de cette décision de la Réserve fédérale, et on a des variations relativement importantes dans des volumes qui sont quand même plus faible que ces 2 ou 3 dernières semaines. On est aux alentours de 3 milliards, avec des variations par contre significatives sur des thématiques que j'appelle depuis pas mal de temps chinoises, notamment le secteur automobile, et c'est assez
intéressant de voir que ces valeurs-là remontent généralement en même temps que le marché chinois et inversement, et à la traîne. Malheureusement, le secteur toujours des parapétrolières avec Technip qui a vraiment du mal depuis déjà quelques temps, et des variations, je répète, qui peuvent être assez significatives, mais ça reste quand même dans le calme et vraiment un marché d'attente. Ouais, marché d'attente, c'est vrai qu'on a l'impression, et quand j'interroge les gérants, là, il y a tous les comités d'investissement qui se sont réunis à la rentrée, mais on sent qu'il n'y a pas de précipitation, on n'a pas envie de se précipiter pour acheter, que ce soit dans les allocations ou dans les fonds global macro ou autres, ou chez les stock pickers. Voilà, on a envie de prendre le temps quand même de réfléchir et de bien choisir ce sur quoi on va revenir ou se renforcer. Est-ce que je dis vrai ou pas, Sébastien? Alors peut-être qu'on a plus travaillé que les autres. Vous étiez prêt. Non mais très bien. On est, si je parle plus global sur les différents mandats qu'on peut avoir chez Mansartis, on a une exposition action qui est importante parce qu'on est plutôt à un peu plus de 80% investi sur les actions. On a des performances qui sont assez satisfaisantes depuis le début de l'année. Et moi, stock picker, sur mon fonds Mansartis Europe, je suis aussi quasiment totalement investi. Mais vous l'êtes resté pendant le trou d'air, vous aviez... On est resté, je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on n'avait peut-être pas anticipé, mais ça c'est les conséquences de ce que j'appelle monsieur marché, qui est toujours plus fort que l'investisseur peut-être parfois rationnel de long terme. On n'avait pas anticipé par exemple qu'en Europe ça pouvait baisser aussi fort, aussi vite. Pourquoi? Parce que les niveaux de valorisation, alors on peut être un peu satisfait parce qu'heureusement on a mieux résisté en relatif, ça nous a aussi permis de renforcer certaines positions parce qu'on a eu clairement des excès, mais quand je regarde les niveaux de valorisation, je vous parle encore des sociétés cycliques. Si je prends l'exemple de Vicat dont je vous ai souvent parlé, le cimentier, oui. Vicat fait 0 de son chiffre d'affaires en Chine, fait 0 de son chiffre d'affaires en Asie, il fait par contre si du chiffre d'affaires en Inde. Vicat a beaucoup baissé. Pourtant, les prix des matières premières continuent de baisser, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les chiffres en économie, macroéconomique en euros sont plutôt rassurants. A priori, la construction en France, on est arrivé au point bas. A priori, aux États-Unis, les choses continuent d'aller bien. Voilà, je trouvais ça pas très cher avant, je trouve ça encore moins cher aujourd'hui en quelque sorte. Donc on a gardé nos convictions, on se méfie toujours de ces mouvements tactiques de très court terme qui sont totalement imprévisibles. Personne n'était capable de dire avant l'été ce qui allait pouvoir se passer. On se méfie aussi des gros bruits, je pense que tout le monde a parlé de la dévaluation de la monnaie chinoise. Ouais, rappelons, c'est une dévaluation de 3-4%, 4-5%. J'appelle pas ça une dévaluation, je pense que la BCE a œuvré de façon... Nous qui avons fait baisser l'euro de 20% ou le yen qui a baissé de 20%. La BCE a œuvré de façon beaucoup plus forte sur l'euro par exemple, donc il faut avoir raison garder, et donc quand on a structurellement beaucoup de discipline dans nos choix d'investissement et de travail, on ne se remet pas à se réveiller au mois de septembre, on reste assez optimiste mais aussi pragmatique. C'est intéressant ce que disait Sébastien sur le fait que l'Europe n'a pas été a été même moins protégée que les États-Unis, pour la partie action au cours du trou d'air du mois d'août. On se dit Wall Street cher, ou en tout cas pas du tout bon marché, plutôt dans la borne haute de la valorisation du marché, après un rallye sans précédent, en plus un tournant en matière de politique monétaire, alors qu'en Europe, on a l'alignement de la galaxie entière, l'euro faible, les taux, les injections de la BCE, le pétrole pas cher. Et finalement, tous ces remparts, ou tout ce qui portait le marché européen a été complètement balayé. On n'a pas été plus protégé en Europe, au contraire, qu'aux États-Unis, là. Oui, alors ça s'est fait bien évidemment dans une période un petit peu particulière, estivale, où pas mal d'opérateurs sont absents de leur desk, et donc bien évidemment des flux, on parle beaucoup des machines, ou en tout cas des hedge funds qui ont pu couper des positions de manière un petit peu systématique, sans considération ni de valorisation, ni d'analyse fondamentale. Donc voilà, on sait toujours dans ces périodes-là que les excès de hausse ou de baisse peuvent porter sur des niveaux qui nous semblent a posteriori un peu inconsidérés, mais voilà, sur l'instant T, Monsieur Marché, comme vous le disiez, a toujours raison, et il force est de constater que l'Europe n'a pas été épargnée dans ce contexte. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut permettre de renverser la psychologie des investisseurs aujourd'hui, là? Parce qu'on voit que effectivement la séance du jour elle est assez parlante. On aurait pu basculer sur un plus 2,5 ou un plus 3. Là finalement ça s'est pas fait. On préfère, là, ceux qui ont acheté hier, ont peut-être préféré revendre quand on gagnait 2% en Europe. On termine sur une hausse de 1%. Il y a encore un certain nombre de choses qui vont
arriver. Il y a des événements majeurs. On parle effectivement de la Réserve fédérale américaine. Il y a des élections en Espagne. Enfin, il y a un certain nombre de curseurs qui vont venir ponctuer la fin d'année. Je pense que tout le monde a également en ligne de mire ces croissances bénéficiaires européennes qui sont de bonne facture et qui, pour l'instant, au vu de ce qu'on a eu, sont des publications sont plutôt restent de bonne facture et en ligne avec ce qu'on attend. Mais néanmoins, les effets de change peuvent avoir des impacts qu'aujourd'hui on a du mal à mesurer. Donc, je pense que les investisseurs sont également un petit peu prudents. Beaucoup ont été échaudés. On a eu une année quand même assez volatile avec des fortes périodes de hausse, des retours assez rapides. On avait eu la même chose en 2014. Donc je pense que les gens ont effectivement du mal à tenir des positions structurelles longtemps parce que le marché ne nous donne pas raison très longtemps aux investisseurs. Frédéric, si vous voulez ajouter un mot à tout ça, si vous voulez dire un mot du secteur des médias aussi, notamment le gadin de TF1, est-ce que ça vous paraît justifié? Est-ce que c'est excessif? Vous avez la parole. Non, les résultats d'audience sont quand même assez faiblards, donc c'est tout à fait logique. Puis derrière, effectivement, cette possibilité pour le secteur public de pouvoir de nouveau faire de la publicité. Ce qui est plus surprenant, c'est que le secteur de la pub, d'ailleurs, n'en a pas profité, puisque Havas baisse, Publicis sous-performe le marché, donc c'est plutôt effectivement TF1 qui a le plus souffert de ces annonces. Donc, je voulais juste faire un point moi sur le secteur environnemental avec les résultats en ligne de Séché et surtout des perspectives qui sont plutôt encourageantes et vous savez, ça fait quelques semaines que je mets en avant ce secteur où je pense qu'il y a énormément de rattrapage, notamment avec COP21 qui va arriver en fin d'année. Donc voilà, c'est une thématique à mon avis qu'il faut retenir, des valorisations qui sont attractives, typiquement Séché Environnement se paye en moins de 6 fois EV sur EBITDA contre plus de 7 en historique. Donc on est vraiment sous une approche value et que ce soit Suez Environnement qui a été relevé aujourd'hui, Veolia, à mon avis là où il y a plus à gagner, et Séché Environnement, ce sont à mon avis des bons dossiers pour la fin d'année. Merci beaucoup Frédéric pour votre analyse, vos conseils chez Mescard Gestion Privée, effectivement le secteur de l'environnement qui se porte bien aujourd'hui, l'automobile également. Voilà ce qu'il faut retenir de cette séance avec un CAC qui termine en hausse d'un peu plus de 1%. On marque une dernière pause, on se retrouve dans un instant avec nos invités du Club de la Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Nos deux invités en plateau, Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis, et Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de La Française. Bon, si on reprend juste le déroulé du jour là pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle, plus 3% sur les marchés chinois ce matin, alors qu'on a une rechute brutale des importations, moins 14% quasiment sur le mois d'août. Ça se poursuit cet après-midi en Europe, plus 1%, plus 1, plus 1,5% pour les grands indices européens. Voilà. Qu'est-ce qui explique ce rebond? Je sais pas, est-ce qu'on peut trouver des explications là, à ce rebond des marchés? Qu'est-ce qui a changé depuis vendredi? On perdait 2-3% en Europe. Rien n'a fondamentalement changé effectivement depuis 3 jours. Une variation d'1% sur un marché action, c'est effectivement une variation tout à fait habituelle. Enfin, on n'est pas sur des zones très très inhabituelles. Donc voilà, rien d'étonnant. Je pense qu'il y a la nervosité. On l'a vu aujourd'hui, la volatilité se détend un petit peu. Donc je pense que ces pics de nervosité qu'on a observés dans le courant du mois d'août, on a retrouvé des niveaux inédits depuis 2012. Elle est en train un petit peu de se résorber. On va peut-être pas retomber sur des niveaux de volatilité très bas, mais en tout cas voilà, on a atteint des pics. Et aujourd'hui, il y a une certaine nervosité qui se détend un petit peu, c'est assez sain. Voilà, combien de temps ça va durer? Je trouve que c'est même peut-être plus sain que d'avoir des séances à plus 3, moins 3 systématiques et d'avoir des séances de progression ou de recul régulier liés à des événements fondamentaux qui sont bien analysés par le marché, plutôt que des flux qui emportent le marché dans un sens ou dans l'autre sans raison fondamentale. Bon, comment sont construits vos positions aujourd'hui, Gilles? Si on en redit un mot, vous avez plutôt décidé de reprendre du risque sur le creux de marché, en tout cas dans les secousses d'août. La partie action, la partie taux, sachant ça va nous amener à parler de la Fed, mais là aussi, est-ce qu'il y a déjà des positions qui sont prises? Est-ce qu'il y a déjà un biais par rapport à une potentielle décision ou non de la Réserve fédérale américaine? Enfin, dans l'environnement actuel, là, est-ce qu'on est protégé par la diversification ou pas aussi? Enfin, quand on a vu l'ensemble des classes d'actifs chuter quasiment, il y a très peu de valeur refuge. C'est sûr. Le positionnement aujourd'hui du portefeuille, il est assez lisible, je trouve, dans sa présentation. On a un socle action aux alentours de 50, donc comme je vous le disais, qui a oscillé sur le courant de l'année 2015 entre 25 et 65 à peu près. Donc on est plutôt dans une zone haute, mais qui est une zone tactique de gérer à l'instant T, parce que les valorisations nous semblent attractives, principalement sur les actions européennes, puisque sur notre socle action, on a 80% d'actions européennes, donc c'est vraiment un prisme action européenne très fort.
très peu de diversification aujourd'hui. On pense que les croissances bénéficiaires vont rester à des niveaux qui justifient des valorisations supérieures à celles qu'on a aujourd'hui sur les actions européennes. Néanmoins, bien évidemment, il y a des risques. Voilà, donc grand pragmatisme et une flexibilité qui va être nécessaire. Et sur la partie obligataire, les valorisations, il n'y a pas grand-chose à gratter sur la partie obligataire aujourd'hui, en tout cas sur la partie core. Donc on a un petit peu de taux core européen, on aime bien un peu les périphériques encore sur des points très spécifiques. On aime bien le Portugal, on aime bien l'Espagne, on aime bien l'Irlande. Donc c'est vraiment des calls pays liés à une thématique très particulière propre au pays et aux fondamentaux de ces zones. Voilà, pas grand-chose, un petit peu de crédit, mais on aime moins. Donc voilà, c'est du résiduel. Donc voilà, une poche crédit très limitée. Aujourd'hui, on a 25% une poche taux, pardon, très limitée. On a 25% de taux dans le portefeuille, ce qui est relativement peu, et plus de cash, bien évidemment, que ce qu'on a eu par le passé. Voilà, une poche de cash. Mais c'est ce qu'on a observé en août. Les gens ont clairement retiré du risque et n'ont pas réalloué sur le monétaire, bien sûr, mais plutôt sur du cash. Un mot quand même sur le trade long dollar, enfin l'achat du dollar qui a été massif et qui a, alors pour le coup, généré de la très belle performance, au moins jusqu'à un passé récent. On en parlait tout à l'heure avec vos confrères de Carmignac. Voilà, ils ont allégé un petit peu ce long dollar pour se rebasculer, se repositionner plutôt sur l'euro. Et c'est vrai qu'on constate, pendant le trou d'air du mois d'août, historiquement, on a en tête que le dollar est la devise refuge en cas de coup de tabac. Non, là, c'était l'euro. Oui, tout à fait. On a des corrélations qui ne sont pas forcément vérifiées à l'instant T entre les actions, les devises et les taux. Donc, le trade dollar aujourd'hui sur les zones sur lesquelles on est, 1,11, 1,12, voilà, on considère que le retour à parité, on l'aura peut-être un jour, mais certainement pas à court terme. Donc voilà, de la même manière que ce qu'a pu faire Carmignac, on a eu des positions dollars un peu plus offensives. On a eu jusqu'à 30% de long dollar contre euro dans le portefeuille. Aujourd'hui, cette position elle est plutôt aux alentours de 15 à 18%. Donc elle a été réduite, mais elle avait été réduite bien avant lorsqu'on a atteint des niveaux de 1,08 et 1,17. On a plutôt eu tendance à en remettre. Là encore, c'est toujours cette approche assez disciplinée où on va jamais essayer d'attraper les hauts et les bas, mais en tout cas, de manière très tactique, on réduit quand le niveau nous semble attractif et inversement. Sébastien, je me tourne vers vous. Donc je rappelle, un sélectionneur de valeur, stock picker. C'est intéressant d'avoir ces deux lectures du marché parce qu'il y a différents types d'acteurs dans ce marché. Vous, cette trou d'air, on le rappelle, ça a plutôt été l'idée d'aller chercher à la chasse aux opportunités, quoi. Vous êtes plutôt sur cette thématique-là, enfin sur cette idée-là en tout cas. Ça, à la fois de renforcer des convictions qu'on pouvait avoir, où justement on n'était pas affecté par ce que le marché découvrait en quelque sorte, et puis essayer d'en profiter pour retrouver éventuellement des nouveaux dossiers, ce que j'ai pu faire au niveau européen. Alors il y a des dossiers plus ou moins contrariants, je vais faire exprès de prendre le plus contrariant de tous en quelque sorte. C'est une valeur anglaise qui s'appelle Agreco. Ça a été le chouchou de la cote pendant quasiment 5-10 ans finalement, un acteur qui est très exposé en quelque sorte aux pays émergents, qui est un petit peu thématique aussi entre guillemets matières premières. Son activité c'est simple, c'est le premier groupe mondial pour fournir des services de prestations de groupes d'électrogènes. Donc typiquement vous avez un événement comme les Jeux Olympiques, vous allez avoir besoin d'eux, donc c'est une consommation qui aujourd'hui est plutôt temporaire ou urgente, si vous avez un tremblement de terre quelque part, mais vous avez aussi des besoins qui peuvent être plus structurels, parce que dans certains pays, notamment en Afrique, ça coûte parfois trop cher en termes de retour sur investissement de créer une vraie centrale électrique plutôt que d'avoir ces services. Moi, pourquoi j'aime ça, c'est que finalement aujourd'hui plus personne ne veut cette valeur qui reste pourtant une belle mid-cap. Elle est pourtant toujours aussi bien gérée, elle continue de faire des bonnes marges, même si les marges vont baisser. Je suis pas contrariant pour être à tout prix contrarié après in fine. Et finalement, il y a des tendances structurelles. C'est une société qui a des avantages compétitifs, qui génère du cash. Et autant il y a 2-3 ans, j'aurais été incapable de l'acheter puisque justement le marché suivait ces thèmes à la mode des pays émergents, etc. Le pétrole qui devait valoir $200. Aujourd'hui, tout le monde nous parle d'un pétrole qui aura le tapis, comme quoi les pays émergents vont totalement, je sais pas, disparaître ou être en révolution. Enfin, je fais exprès d'être un peu caricatural, mais parfois c'est ce que je lis sur. Parfois c'est assez binaire, oui. Et voilà, pour moi, la vérité est quelque part entre les deux. La société a du cash, peut faire du rachat d'actions, va continuer à investir pour justement renforcer ses avantages compétitifs. Et quand on regarde dans la durée, finalement, leurs solutions d'urgence ou temporaires deviennent de plus en plus non temporaires, donc ils prennent des parts de marché. Et quand vous regardez aujourd'hui sur les bases installées de génération d'électricité qui sont justement très vieillissantes, demain quand on va se poser la question, et surtout avec les
faible prix des matières premières aujourd'hui, le retour sur investissement va être encore plus lourd. Donc peut-être que c'est un acteur qui pourra sur le long terme en tirer profit. Donc ça avait déjà beaucoup baissé, ça a baissé encore un peu plus pendant la crise. Peut-être que les investisseurs vont commencer à redécouvrir le dossier d'ici la fin de l'année, puisqu'il y aura un nouveau plan stratégique qui sera annoncé. Donc voilà typiquement le genre de raisonnement qu'on a pu avoir sur certaines positions, en plus de nos convictions, et on espère qu'on continuera d'avoir des jolies surprises. Le 17 septembre prochain, Janet Yellen annonce une hausse de taux. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le marché, pour le reste du monde, enfin pour toutes les parties prenantes, on va dire, Gilles? Elle passe son tour, elle retient ses décisions, elle n'annonce pas de hausse de taux. Même question, est-ce que c'est une bonne, mauvaise nouvelle? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? C'est une question un petit peu compliquée. Je la prendrai un peu différemment. Aujourd'hui, on a une économie américaine qui affiche des standards en termes de consommation, sur la partie immobilière, sur la partie emploi, de bonnes factures. Donc on a une lecture assez positive à ce niveau-là. On a cette thématique désinflationniste, j'entends bien désinflationniste et pas déflationniste, liée à la chute des matières premières, qui complique un tout petit peu le geste attendu, tant attendu de la Banque centrale. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle, à chaque fois qu'on vient ici, voilà, c'est un thème récurrent. Donc voilà, on a quand même le sentiment qu'effectivement c'est pour 2015, après septembre, décembre, compliqué. Tout le monde l'attend tellement, c'est toujours très compliqué parce que à partir du moment où la décision est attendue avec tellement d'appréhension, on peut avoir un effet de surprise et finalement avoir une réaction qui soit pas cohérente avec ce qu'on avait imaginé. Les scénarios sont très compliqués à anticiper sur ce genre de mouvement, je trouve. On le saura à 20h. 20h le 17 septembre prochain. Il y aura de la volatilité, ça c'est clair. 10 jours. Évidemment, ça, sûr. Évidemment. Quelle que soit la décision, d'ailleurs, et ce sera intéressant dans les deux cas, qu'il y ait une décision de hausse de taux ou non, de voir comment elle sera argumentée et justifiée effectivement de la part de la Réserve fédérale américaine. Il y aura une conférence de presse évidemment pour expliquer tout ça. Ce sera à suivre sur BFM Business. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française. Sébastien Lemonnier, gérant Action Européenne chez Mansartis. Je vous rappelle la clôture à Paris ce soir, plus 1,07% pour le CAC. 4598 points, bientôt 18h. L'heure H à suivre évidemment avec Edwige Chevrillon, Guillaume Paul. On se retrouve demain 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.